Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce soir, en République démocratique du Congo, les députés ont voté en faveur de la destitution du Premier ministre Sylvestre Ilunga ce mercredi 27 janvier. Absent lors de cette motion de censure, ce dernier a dénoncé dans une lettre une manœuvre politicienne sans fondement factuel. Quelques semaines après la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Soudan, 3 jours de heurts interethniques ont fait au moins 200 morts et déplacé près de 90 000 personnes dans l'ouest du pays. Les casques bleus qui pliaient bagages le 31 décembre 2020 vont-ils devoir prolonger leur séjour au Darfour ? Et puis l'Afrique face au coronavirus. Sur le plan économique, l'année 2020 a causé beaucoup de dégâts. Le continent a accusé un recul des flux d'investissements directs étrangers. Selon la CNUSED, aucune reprise n'est attendue avant 2022. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Patrick Mboyo, auteur, juriste et chercheur en droit public à l'Université de Paris-Saclay. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mboyo. Et Monsieur Brice Zamba, avocat au barreau de Paris. Bonsoir. Bonsoir Corinne. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a été destitué ce mercredi 27 janvier à la suite du vote de la motion de censure déposée à son encontre depuis le 22 janvier. Sur les 382 députés présents à l'ouverture de la séance, 367 se sont prononcés en faveur de la chute du Premier ministre et de son gouvernement. Cet événement, qui était attendu par les partisans du président Félix Tshisekedi, constitue une nouvelle étape dans la mise en place du nouveau gouvernement. Rappelons qu'au début du mois de décembre 2020, le président Tshisekedi avait mis fin à la coalition FCC-Cash en vue de créer une nouvelle majorité portant le nom d'Union sacrée. Alors, Monsieur Mboyo, le Premier ministre, en gros, vient d'être évincé. Est-ce que vous pensez qu'avec cette nouvelle évolution dans la guerre entre le camp Tshisekedi et Kabila, le président Tshisekedi va vraiment pouvoir implémenter son programme? On peut dire qu'il est bien parti pour pouvoir avoir les coups des franches afin de pouvoir travailler. Mais rien n'est moins sûr en ce qui concerne la plénitude du pouvoir qu'il cherche à obtenir. Puisque la difficulté à laquelle Tshisekedi Tshilombo était confronté, c'était ou c'est la présence encore pesante de Joseph Kabila par le canal des personnes qu'il avait nommées, des hommes de confiance qu'il avait placés au sein des différentes institutions et au sein des différents mécanismes du pouvoir en République démocratique du Congo. Donc Tshisekedi, en s'engageant avec Kabila, était conscient de cette situation. Simplement, il s'est retrouvé face à un problème. Vous savez que lorsqu'on vous dit qu'un avion n'atterrira jamais dans une gare, vous pouvez rester des années à attendre l'atterrissage de l'avion dans une gare. C'est ce que Tshisekedi avait espéré. Malheureusement, ça ne s'est pas produit. Il fait maintenant preuve de grand courage en essayant petit à petit de gagner du terrain à Joseph Kabila ou au camp de Joseph Kabila, en essayant de retourner, en jouant sur quelque chose qui est malheureusement, comment je peux dire, endogène à la classe politique congolaise ou génétique à la classe politique congolaise, c'est l'opportunisme. Il joue avec l'opportunisme des élus en brandissant la menace de la dissolution. Et ces derniers, ils savent que dans les conditions dans lesquelles ils étaient élus, la plupart d'entre eux ont été très mal élus, voire pas du tout élus, et qu'ils ont bénéficié de la fraude électorale organisée en 2018, rien n'est moins sûr, rien n'est garanti. Par ailleurs, leur réélection, si jamais, il doit y avoir élection derrière. Donc, face à cet opportunisme qui les caractérise, ils choisissent le moindre mal, c'est-à-dire garder leur fonction, leur fauteuil pendant au moins 3 ans encore, si seulement les élections auront lieu en 2023, et s'assurer une certaine survie, une certaine santé économique ou financière par les émoluments qu'ils reçoivent. D'autre part, Tshisekedi, en contrepartie, fait disparaître l'ombre de Joseph Kabila. Mais en retour, il y a 2 autres ombres aussi pesantes, mais pas aussi nuisibles, qui apparaissent. C'est celle de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi, dont on parlera plus tard. Monsieur Nzamba, est-ce que vous pensez justement, comme Monsieur Mboyo, que cette
façon de, comment dire, évincer le clan Kabila du pouvoir pourra se retourner contre le président Tshisekedi? Alors, je pense que pour l'instant, le président Tshisekedi, comme on vient de le dire, est plutôt en train d'avancer ses pions de façon assez sécurisante. Hein. Et donc, parce qu'il faut se rappeler que les 2 premières années de sa présidence ont été dures, puisqu'il n'avait pas suffisamment de marge de manœuvre. Ouais. Il ne contrôlait quasiment pas grand-chose au niveau des institutions. Et donc là, ce qui se passe, moi, ce que je mettrais plus en avant, c'est le côté un peu politicienne. C'est-à-dire que là, par exemple, on arrive à évincer le gouvernement en place, non pas parce que on a discuté sur le travail que ce gouvernement a accompli ou que ce gouvernement n'a pas été à la hauteur de son programme. Est accusé de malgouvernance. C'est ce qu'on lui reproche. Oui, c'est ce qui est dit, mais parce que quand c'est comme ça, il faut qu'il y ait d'abord un débat à l'Assemblée nationale et que selon ces débats, il y aura par la suite un vote et de ces votes-là, on peut évincer ou pas le gouvernement. Mais ce qui est plus mis en avant, c'est plus de la tactique. C'est-à-dire qu'on a un camp qui est en train, en fait, de manœuvrer et pour pouvoir envoyer le signal à l'opinion qu'il y a un retour de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils sont en train de prendre plus de pouvoir par rapport à leur situation d'avant. Donc, il y a ça se passe comme ça, et donc ce qui fait qu'il y a un débat. Bon, est-ce que le bureau de l'Assemblée nationale était compétent pour organiser une telle élection? C'est ce que M. Ilunga avance, justement. Il y a un débat là-dessus. Bon, tout ça, c'est pour montrer qu'on est en plein politique politicienne. C'est ce que mon confrère venait de dire de l'opportunisme, hein, c'est-à-dire qu'on utilise une situation pour pouvoir marquer le terrain politique. Donc là, le président Tshisekedi est plutôt bien parti, moi je pense, puisque là, manifestement, il est établi qu'il a une majorité à l'Assemblée. Donc dans les 24 heures, le Premier ministre doit déposer sa démission auprès du président. Oui. Et un nouveau gouvernement va être Et s'il ne dépose pas sa démission, est-ce que c'est possible d'ailleurs, M. Mboyo, qu'il ne dépose pas sa démission? C'est possible. C'est possible qu'il ne le fasse pas, mais la Constitution dit qu'il doit... En fait, il y a un terme qui est employé et c'est plutôt prescriptive. Maître Zamba va être d'accord avec moi. C'est une disposition prescriptive qui dit que le Premier ministre, c'est l'article 147 de la Constitution, alinéa 1er, qui le prévoit. Cet article fait écho à l'alinéa 2 de l'article 146 qui prévoit justement la possibilité d'une motion de censure contre le gouvernement. Et quand il y a motion de censure contre le gouvernement, le Premier ministre a 24 heures pour pouvoir déposer sa démission devant le président de la République. Mais cela peut nous emmener, si vous permettez, à l'aspect juridique, puisque nous avons évoqué l'aspect politique de la question, mais nous passons à l'aspect juridique. Premièrement, est-ce que le bureau de l'Assemblée nationale, qui est en fonction, est habilité à traiter d'une question comme celle-là? Non. C'est ce que justement le camp kabiliste soulève. Est-ce que cette motion de censure était juridiquement recevable? La réponse est non. La motion de censure en soi est recevable parce que la seule condition prévue à l'article 146 alinéa 1er, c'est qu'il y ait au moins 3/4 des députés qui signent pour une motion de censure et, comment je peux dire, 4 sixièmes, si je peux le dire ainsi, des députés, et puis 6 sur 10 des députés en cas de motion de défiance pour un membre du gouvernement, précisément. Alors là, il s'agit d'une motion de censure. On est à plus de 300 signatures pour la motion, on est largement au-dessus. Mais est-ce que le bureau est habilité à traiter? Là, il y a un problème, puisque selon la Constitution, le bureau préviseur, qui est le bureau d'âge, n'est habilité qu'à faire une chose. Sa mission est unique. Organiser l'élection afin de la mise en place de bureaux permanents. Rien d'autre. On ne lui demande pas d'organiser le débat sur une motion contre le gouvernement ou contre une motion de défiance contre un membre du gouvernement ou une motion de censure contre le gouvernement. On lui demande juste d'organiser l'élection pour la mise en place du bureau définitif, ce qui n'est pas fait. Face à outrecuidance juridique, le fait que le bureau d'âge dépasse un petit peu le champ d'action qui lui est permis, le camp Kabila a raison de dire qu'on est face à une situation inconstitutionnelle. Maintenant, le Premier ministre, à son tour, peut ne pas déposer sa démission, mais au plan strictement constitutionnel, techniquement, il n'a que 24 heures.
Au-delà des 24 heures, dépasser la journée d'aujourd'hui, il n'est plus constitutionnellement Premier ministre. Même le Conseil constitutionnel pourrait dire, aller dans ce sens, ce serait que dire juste par rapport au droit. Mais est-ce que le président de la République a le droit derrière de le démettre? Non, parce que nulle part dans la Constitution, le président n'a le pouvoir de démettre le Premier ministre. Il a le pouvoir de le nommer, mais il n'a pas le pouvoir de le démettre. Monsieur Nzamba, est-ce que c'est pour ça justement que le Premier ministre a demandé au bureau d'âge d'organiser des élections dans les plus brefs délais? Oui, parce que normalement, c'est jusqu'au 3 février, c'est-à-dire que le bureau provisoire a jusqu'au 3 février pour organiser les élections à l'issue desquelles va être établi le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Bon, en principe, on aurait pu attendre que d'abord que le bureau définitif soit établi et par la suite organiser donc le vote. Excusez-moi, le 3 février, c'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi vous avancez cette date? Non, en fait, c'est jusqu'au 3 février, d'après ce qui était dit au niveau du bureau de l'organisation des élections pour mettre en place un bureau définitif de l'Assemblée générale. Donc le bureau provisoire avait jusqu'au 3 février. Jusqu'au 3 février pour pouvoir organiser cette élection du bureau définitif. Cette date, elle est tout à fait fictive. Excusez-moi, mais ça n'a aucun sens au plan constitutionnel. La Constitution prévoit juste l'élection et puis il n'y a pas de délai. Ne dit pas précisément quels sont les délais pour pouvoir organiser. Mais ça, c'est l'organisation interne de l'Assemblée générale. Qui n'est pas prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale non plus. Oui, mais en fait, il y a une date qui a été prévue. En fait, c'est qui laisse un boulevard, du coup. C'est arbitraire. Non, mais c'est sûr que ce n'est pas prévu par la Constitution, puisque la Constitution ne prévoit pas les dates exactes. Ni la Constitution, ni les règlements de l'Assemblée nationale. Maintenant, ce qu'il faut dire tout de même, c'est que le bureau provisoire gère les affaires courantes. Voilà, ça c'est ce qui est prévu aussi. C'est-à-dire que le bureau provisoire n'est pas là seulement pour organiser l'élection du bureau définitif, mais ce bureau doit aussi gérer les affaires courantes. Or, si durant la période au cours de laquelle il doit gérer les affaires courantes et poser la question de la censure du gouvernement, est-ce que cette question est posée à ces bureaux et cette question est présumée et réputée être une affaire courante à gérer, le bureau peut être considéré comme étant en droit de pouvoir mettre cette question au débat et donc d'aboutir à une élection. Donc je pense que le camp de Tshisekedi sur le plan du droit peut mettre en avant cet argument pour dire que le bureau provisoire était bien placé pour pouvoir porter cette question à l'ordre du jour, susciter les débats et aboutir à un vote. Donc ça, c'est le point à dire. Maintenant, à partir du moment où le vote a été fait, donc le gouvernement est réputé être démissionnaire. C'est ce qui dit la Constitution. Donc à partir du moment où le gouvernement est réputé être démissionnaire, le Premier ministre n'a que 24 heures pour présenter sa démission. S'il ne le fait pas, il est hors Constitution. Il est hors de la Constitution. Et donc, en ce moment-là, le président de la République, comme il est prévu dans la Constitution, est en droit de désigner un Premier ministre issu de la majorité. Puisque, selon le vote, on voit qu'une majorité s'est constituée au sein de l'Assemblée. Donc, je pense que, en tout cas, les heures qui vont venir, les jours qui vont venir, vont être très riches en événements. Et moi, j'aime à dire que ce qui se passe en République démocratique du Congo est très intéressant parce qu'il y a une grande vitalité de l'activité institutionnelle. Et je pense que c'est plutôt un bon signe de vitalité de la démocratie en RDC. Pardon, ça m'étonnerait de voir un signe de vitalité démocratique là où on ne respecte pas la Constitution. On est très loin du respect de la Constitution. Mais ça, la Constitution n'est pas respectée. Non, pas du tout. C'est un débat parce que c'est un argument qui est mis en avant par les partisans du président Kabila. Et ils ont le droit de mettre en avant cet argument. En fait, ils ont le droit. En fait, je ne suis pas d'accord avec vous sur plusieurs points. Déjà, la gestion des affaires courantes n'est pas prévue dans le règlement de l'Assemblée nationale et ni du Sénat non plus. Et même si ça en était... je ne serai pas péremptoire là-dessus. Permettez-moi juste de terminer mon argument. C'est que même s'il en serait ainsi, excusez-moi, mais la défiance ou la chute d'un gouvernement, ce n'est pas une affaire courante. Il s'agit
d'une institution prévue, je peux dire de la troisième institution prévue dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Après le président, après le Parlement, il y a le gouvernement. Et la chute d'un gouvernement, excusez-moi, c'est tout sauf une affaire courante. On pourrait parler d'une affaire courante lorsque la question serait posée au cours de la session parlementaire. Or, la session parlementaire, au cours de laquelle le bureau d'âge provisoire a été mis en place, était la session précédente qui s'est achevée en décembre dernier. Là, nous sommes dans une nouvelle session parlementaire. On ne peut pas parler d'une affaire courante par rapport à un dossier qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour de la session actuelle. Est-ce que déjà il y a l'ordre du jour de la session actuelle? Le bureau actuel n'a même pas le pouvoir de définir l'ordre du jour de la session parlementaire qui va venir, parce que ce sera au bureau permanent définitif. Quand bien même le camp Kabila aurait raison au niveau de la question juridique, le fait que ce soit inconstitutionnel, ce vote de motion de défiance, est-ce qu'ils ont de quoi justement empêcher le camp Tshisekedi d'avancer? Tout le jeu se fera. Tout le jeu se fera au plan politique en réalité, et malheureusement, Joseph Kabila a de moins en moins de marge de manœuvre au plan politique à cause de l'opportunisme des députés qui les caractérisent. Voilà pourquoi tout se joue justement au niveau de l'Assemblée nationale. Et pour comprendre cela, il faut remonter à l'origine du problème, l'élection de 2018, où la plupart des députés ont été très mal élus et pas du tout, si ce n'est pas du tout élus, et ils ont profité des largesses du pouvoir parce qu'ils faisaient partie du camp des Kabila. Maintenant que la situation est dans cet état des choses, si on va au niveau de la Cour constitutionnelle, on sait que là aussi, Félix Tshisekedi a torpillé la Constitution qui dit que le juge constitutionnel est inamovible en décidant de nommer un juge constitutionnel à un poste autre que celui pour lequel il était déjà nommé alors que son mandat n'était pas encore terminé. Donc la justice, voilà, en gros, voilà la richesse aussi démocratique dont on parle, là où on décide de torpiller un petit peu la Constitution. Bon, Monsieur chacun appréciera. En fait ce qu'il faut constater, c'est que d'ailleurs, on voit bien ici qu'il y a un bon débat démocratique. Donc, ce débat qu'on a ici n'est que le reflet du débat qui a cours actuellement en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que moi, quand je parle d'une vitalité démocratique, c'est au niveau de ces débats. C'est-à-dire que vous avez un camp qui estime que le bureau d'âge n'est pas compétent pour pouvoir statuer de la question du vote d'une motion de censure. Et vous avez un autre camp qui estime que ce bureau d'âge a compétence. Vous avez un débat démocratique. Puisque ces débats se déroulent dans le cadre des institutions. Ce n'est pas la rue, il n'y a pas de personnes en RDC, Dieu merci, qui prennent des armes pour dire que nous, on a raison. Le débat se déroule au sein des institutions et je trouve que c'est une vitalité démocratique que beaucoup de pays, je peux citer, en face, au Congo-Brazzaville, malheureusement, on n'a pas toujours cette vitalité-là des institutions. On a l'Assemblée qui est là, qui est amorphe, qui adoube tout, l'opposition qui est amorphe, et là, en face, on a de la vitalité. Donc moi, ça, c'est le point que je pensais qu'il fallait quand même le mettre en avant. Et ensuite, je pense que ce qui est certain, c'est que déjà, puisque quand la Constitution de la RDC prévoit, quand il y a un doute sur la majorité à l'Assemblée, le président met en place une mission d'information pour déterminer exactement s'il y a une coalition majoritaire ou pas. Or, avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, on sait qu'il y a une majorité. On sait qu'il y a une majorité. Donc, alors, pour quel intérêt devrait-on saisir le Conseil constitutionnel pour dire que le vote de la motion de censure serait inconstitutionnel? Supposons même qu'on le fasse, mais à quelle fin? Puisque la finalité, c'est qu'il y a une coalition majoritaire à l'Assemblée et le président Tshisekedi est en droit de désigner un Premier ministre issu de cette majorité-là et le résultat sera le même. Donc moi, je me dis qu'à un moment donné, il faut être efficace, il faut être pragmatique. C'est-à-dire se dire que, bon, on a joué, c'est-à-dire le président Kabila a joué, ex-président a joué. Maintenant, le président Tshisekedi est aussi en train de manœuvrer. Et il faut le contester, c'est le droit, c'est la démocratie. Il faut contester si on estime que c'est contestable. Mais politiquement, je pense que le résultat va être le même. Loin de moi toute idée de défendre le camp Kabila. J'ai passé pratiquement tout mon temps à venir sur votre plateau pour montrer les incongruités, les monstruosités de ce régime au plan politique, sécuritaire, même juridique. Mais là, il s'agit de la question du droit, parce qu'il ne faut pas faire partir Kabila pour mettre en place un nouveau Kabila. D'accord. Il faut qu'on soit très clair sur ce point parce que les dérives dictatoriales de Kabila ont commencé de cette manière. Et les dérives dictatoriales de Tshisekedi, on reviendra dessus peut-être dans 3 ans, vont commencer si on le laisse faire dans ce genre de choses. Si on doit définir la majorité à chaque fois qu'il y a un vote contre
ou en faveur des positions de Tshisekedi, alors je peux dire que la majorité change tout le temps dans différents pays. En France, on a voté une fois contre les plans, contre la volonté du gouvernement. Olivier Véran était dans l'Assemblée nationale. On a voté contre son plan. Parce que les députés marcheurs n'étaient pas ce jour-là nombreux. On peut dire que ce jour-là, la majorité a changé. Si la majorité doit changer au gré des votes, au gré des motions, alors pourquoi organise-t-on les élections? Pourquoi le mandat doit-il être de 5 ans? Pourquoi on doit avoir des élus qui doivent être catalogués aujourd'hui de l'opposition, demain du pouvoir? Pourquoi? Il faut être cohérent à un moment donné. Je pense que face au peuple, on doit savoir être cohérent, surtout pour l'intérêt de la nation. Je ne suis pas politicien, je suis juste juriste. Je parle de la Constitution que je connais très bien, mais je dis simplement qu'il faut qu'on soit cohérent. Et travailler de cette manière, ça n'honore pas du tout le pays et au contraire, ça montre de l'agitation politico-mercantile. On marque une pause, on revient, on se retrouve dans quelques instants, on poursuit le débat. De retour dans l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie. Nous sommes en compagnie de nos invités, Patrick Boyo et Brice Nzamba. Si vous venez de nous rejoindre, on parlait de la destitution du Premier ministre de la RDC. Et M. Boyo, vous nous disiez que vous aviez peur qu'on remplace un Kabila avec un autre. Oui, parce que cette façon de faire, la façon dont les choses se sont précipitées, montre qu'il y a une tactique. On n'est pas dans une stratégie globale. On est plutôt dans une tactique qui consiste à mettre de côté le poids, c'est cette épouvante de la présence sempiternelle de Joseph Kabila dans les institutions et surtout dans les rouages des prises de décision. Ce problème-là, même si on l'écarte aujourd'hui, ça risque d'être compliqué de pouvoir avoir un champ libre pour pouvoir travailler pour l'intérêt du peuple en réalité. Puisque le vote pour lesquels les élus ont donné leur confiance au gouvernement consistait ça portait sur un programme. Le gouvernement Lukamba avait demandé la confiance du Parlement sur un programme. Mais on ne sait pas aujourd'hui, sur la base de quoi, par rapport au programme qui a été défini, ce gouvernement est inversé. On parle d'incompétence, on parle d'insécurité, on parle de plein de choses. Si ce n'est que pour prendre ces éléments, je pense qu'on changerait des gouvernements tous les 6 mois en République démocratique du Congo. Mais il manque des éléments factuels et surtout une procédure correcte. La procédure devait commencer par la mise en place d'un bureau permanent. Or, la mise en place d'un bureau permanent, nous savons bien, on ne va pas faire de la politique hors sol, que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont les yeux sur la primature, c'est-à-dire le poste de Premier ministre, et sur le perchoir de l'Assemblée nationale, le poste de speaker, c'est-à-dire le poste de président de l'Assemblée nationale. Et ça ne veut pas dire qu'en leur donnant cela, Félix Tshisekedi aura les coups des franches pour faire ce qu'il veut derrière. Puisque le poids qu'il avait en face avec Joseph Kabila, ce poids-là va se retrouver d'une certaine manière avec les 2 poids lourds qui vont remplacer Joseph Kabila à sa place. Donc le pays va être dirigé par des accords, par des alliances. N'oubliez pas que ces 3-là, Katumbi, Bemba, Tshisekedi, étaient à Genève avec Martin Fayoulou. Que Félix Tshisekedi leur a fait fond avec Kamer et les a laissés, ils sont restés à 5 pour aller aux élections contre Tshisekedi, contre Kabila, et finalement Tshisekedi a fait une alliance avec Kabila. Donc c'est toujours les jeux des alliances. Mais face à ces jeux des alliances, quel est le programme concret? Sur la base de quoi le peuple va pouvoir juger demain? Et surtout sur la base de quoi on va pouvoir gérer les institutions correctement puisqu'il y a des vides. La Constitution ne peut pas tout prévoir. Le règlement de l'Assemblée nationale ne peut pas tout prévoir. Mais est-ce qu'il y a une certaine façon de faire les choses de façon correcte et surtout de façon légitime pour qu'on puisse avoir à justifier demain ce qui devait être fait ou ce qui n'a pas été fait? Monsieur Nzamba, est-ce qu'on peut donner le bénéfice du doute quand même au président Tshisekedi? Est-ce que quelque part il n'avait pas le choix? Ah non, mais moi, je ne suis même pas au niveau du bénéfice du doute. Moi, je pense que le président Tshisekedi, il est d'abord un homme politique et il a été élu sur la base d'un programme qu'il doit exécuter. Et donc, quand il estime qu'il n'a pas suffisamment de marge de manœuvre pour exécuter ce pourquoi il a été élu, il a le devoir de manœuvrer de sorte de pouvoir récupérer la capacité d'action pour que, quand il va se représenter aux élections, qu'il puisse dire que j'ai pu agir, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas pu faire. Donc, en gros, c'est un mal nécessaire pour lui. Je trouve que c'est normal. Ce qu'il fait, c'est normal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui reprocher ce qu'il fait. Maintenant, bon, après,
je sais que ce n'est pas parfait. Hein. Je pense, d'ailleurs, il n'y a pas de démocratie qui soit parfaite. Même dans les pays de vieille démocratie, il y a toujours une lutte continue de pouvoir toujours étendre le champ de la liberté. Mais je pense que ce qui se passe actuellement, la priorité pour le président Tshisekedi, c'est d'abord de s'affranchir de l'influence du président Kabila. Et donc, en faisant de nouvelles alliances, alors moi je suis d'accord sur le fait que les alliances en politique devraient se faire sur la base des idées, et pas seulement sur la base des calculs politiciens en se disant, bon, comment je vais faire pour conserver plus de pouvoir, etc. Et ça, je trouve que c'est quand même, c'est un déficit de démocratie. Parce qu'on fait... On y vient maintenant. On y est finalement. Il faut le dire, puisque Merci. nous, notre débat consiste à pouvoir dire ce qui doit être. Voilà. C'est-à-dire que en politique, on fait des alliances sur la base des idées. On se dit qu'on partage la même vision politique et donc on a une même vision de la société qu'on veut exécuter. Donc on se met ensemble. Mais on ne se met pas ensemble en politique simplement pour pouvoir faire barrage à une autre personne. Voilà. Ça montre que la vie politique n'est pas encore assez élevée. On est encore à un niveau un peu bas. Donc vous pensez que l'alliance Tshisekedi-Katumbi-Bemba pourrait oui, mais être c'est une alliance, nocive. ce sont des alliances qui sont motivées par l'idée de s'affranchir d'une influence, qui est celle de l'ex-chef d'État. Bon, dans l'état actuel des choses, on peut le comprendre, on peut le comprendre. Mais malheureusement, le niveau politique étant ce qu'il est encore en République démocratique, on ne peut pas espérer autre chose que ça. Voilà, il faut le dire aussi, parce que c'est par rapport à la sociologie politique, on peut comprendre ce qui se passe. Donc maintenant, là, il faut espérer que à l'issue de tout cela, que les hommes politiques congolais vont commencer à s'allier plus par rapport aux idées et aux visions politiques que par rapport aux querelles de personnes. Voilà, parce qu'on est vraiment au niveau des querelles de personnes. Donc il y a ça. Et ensuite, pour finir, je dirais que par rapport au vote qui s'est passé, bon, c'est simple. C'est-à-dire que si c'est une majorité de circonstances, parce qu'il peut arriver des majorités de circonstances, lors du vote pour mettre en place un bureau définitif de l'Assemblée, cette majorité ne pourra plus se manifester, puisque ça a été juste une majorité de circonstances. Mais si c'est une majorité pérenne, donc lors du vote pour la mise en place du bureau définitif, on verra que la même majorité va toujours porter les candidats voulus par le président Tshisekedi. Bon, ça, ce sera vraiment aussi un test. Donc moi, je pense que, comme je l'ai dit au tout début, les jours qui vont suivre vont être très, très instructifs. Comme on parlait justement des députés, du fait que voilà, ils sont là pour travailler pour le peuple. Monsieur Ilunga a été jugé, on a parlé de mauvaise gouvernance. Est-ce que quelque part, le président Tshisekedi ne se met pas une pression supplémentaire là maintenant, en le destituant et en voulant instaurer un nouveau gouvernement? Donc là, tous les projecteurs sont braqués, on l'attend au tournant. En gros, c'est un peu ça. Ah oui, c'est une très bonne question d'ailleurs, puisque en poussant à la sortie Sylvestre Lukamba, au bout d'un an, puisque le conseil de gouvernement ne se tienne plus depuis pratiquement 3 mois, parce que le président ne veut plus siéger avec son Premier ministre, qu'il a désavoué publiquement, on peut dire que désormais, on est en train d'instaurer de manière tacite en République démocratique du Congo une coutume ou une tradition qui voudrait qu'au bout d'un an, si le Premier ministre n'arrive pas à régler des problèmes au niveau sécuritaire, au niveau de la gestion de l'administration, on est en train d'établir ce précédent, il faudrait le faire sauter. C'est pour ça que j'ai dit que si on doit juste tenir compte de ces 3 éléments, incompétence, insécurité dans le pays, notamment à l'Est, mais aussi les problèmes de mégestion au niveau de l'administration et de la corruption, tous les 6 mois ou tous les 12 mois, on aura un nouveau gouvernement parce que les députés devront maintenant se prononcer. C'est la question de la redevabilité. En réalité, nous arrivons au point où vous et moi, on était un peu à des diapasons opposés, mais là, nous allons nous rejoindre sur la question de la redevabilité. Pour qu'il y ait redevabilité devant le peuple, il faut qu'il y ait un contrat de départ. Et ce contrat doit être clairement identifié par la jonction des idées. On fusionne les idées. Quelles sont les idées des Bemba aujourd'hui? Quelles sont les idées des Katumbi? Quelles sont les idées de Tshisekedi? Personne ne connaît même les idées de Tshisekedi. Pourquoi il a été élu au départ? Qui fait un micro-trottoir, vous avez des correspondants au Congo, dites-leur quelles sont les idées sur lesquelles Tshisekedi a été élu. Le peuple d'abord, c'est un slogan, ça ne veut rien dire. L'état des droits, c'est un idéal en perpétuelle recherche. Même les États-Unis recherchent l'état des droits. Vous avez vu ce qui s'est passé au Capitole? Prenez les images du Capitole, prenez les images de l'Assemblée de la RDC. Lorsqu'on faisait partir Janine Mabunda, vous verrez, c'est exactement la même chose.
on se croirait dans un même pays. Sauf que peut-être la couleur des peaux des personnes pourrait changer et les décors, mais on se croirait dans un même pays. Donc l'état de droit, c'est un perpétuel devenir. On ne lit pas un président sur la base des slogans. Quel est le programme en réalité? On ne le connaît pas. Maintenant qu'on a travaillé avec Kabila, quel était le programme avec Kabila qui a été fait? On ne le sait pas. Maintenant que Kabila s'en va, on le met à côté par rapport à l'Alliance, et même Kamere, on n'en parlait plus depuis un certain moment. Quel est le programme de Bemba? Quel est le programme de Katumbi? Qu'est-ce qu'ils apportent? Je sais bien, ou on sait bien que tout observateur attentif comprendrait bien que Katumbi vise que la primature, qu'un de ses lieutenants devienne Premier ministre. Voilà pourquoi la motion a été initiée par un député de son camp et non pas de Félix Tshisekedi ni de Jean-Pierre Bemba. Et on sait que Bemba, lui, ce qui intéresserait son parti, c'est le perchoir. Et là, F. Bazaïba ou d'autres personnes se positionneraient pour être président de l'Assemblée nationale. Mais à part cela, à part le positionnement des personnes, à part les alliances d'humeur ou de circonstances, qu'est-ce que le peuple doit attendre au bout d'un an pour demander des comptes? Ça, il n'y en a pas. C'est difficile, on va dire, c'est un peu difficile de juger quand même une gouvernance sur un an, surtout que Sylvestre Ilunga partait déjà avec beaucoup d'aiguilles, entre guillemets, d'épines dans sa chaussure. Les provinces enregistraient déjà plusieurs mois d'arriérés, de rétrocession. On lui demande un résultat en un an, en gros, qui n'est pas possible d'atteindre, Monsieur Nzamba. Oui, bon, après, je pense qu'il faut être réaliste. C'est-à-dire que le gouvernement Ilunga a été censuré, pas à mon avis parce qu'il n'aurait pas été à la hauteur des attentes économiques, sécuritaires, mais simplement parce qu'il fallait évincer des éléments qui étaient porteurs de l'influence du président Kabila. Donc voilà. Il a raison de dire réalité, que c'est politique. Voilà, le fond, c'est vraiment ça. Donc c'est ce qui nous ramène à la question toujours des manœuvres politiciennes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment pour des manœuvres politiciennes, et puis il y a un moment pour agir comme homme d'État. Voilà, c'est-à-dire que quand un homme d'État a du mal à dérouler son programme, il doit être un fin stratège pour pouvoir évincer ce qu'il y a à évincer, pour pouvoir avoir les coups de franche et agir. À la vérité, on manœuvre en politique pour récupérer la capacité d'action. Mais une fois qu'on a manœuvré, maintenant, il faut passer à l'action. Donc, nous, ce que nous espérons, c'est qu'à la suite de ce qui s'est passé, qu'un gouvernement soit mis en place et que véritablement, le programme pour lequel le président Tshisekedi a été élu soit exécuté pour qu'il puisse répondre aux prochaines élections devant le peuple. Parce que s'il n'est pas mis en situation de travailler, il pourra toujours venir dire, écoutez, moi, je n'ai pas eu le coup de franche, donc redonnez-moi encore votre confiance pour que je puisse agir à nouveau. Donc je pense que dans tous les cas, bon, pas peut-être dans tous les cas, mais je pense que le peuple congolais va toujours sortir, je dirais, gagnant, dans le sens où les résultats qui vont sortir de ces manœuvres, des manœuvres actuelles, vont aboutir à la mise en place d'un gouvernement, et ce gouvernement-là ne pourra plus dire qu'on n'a plus le coup de franche pour ne pas agir. C'est-à-dire ces gouvernements qui, dans ces cas-là, aura la majorité au Parlement, donc pourra agir et faire ses preuves. Et en ces moments-là, on pourra juger le président Tshisekedi sur son programme. Donc moi, je trouve que la vertu des manœuvres actuelles, c'est ça. Mais s'il n'y a pas ça, alors c'est triste. Triste. Et autre chose que je peux ajouter, qui est en perspective, c'est les élections de 2023. Parce qu'en réalité, Bemba, Katumbi n'ont jamais renoncé, en tout cas publiquement, à devenir président. Tout le monde sait que Katumbi sera candidat en 2023, potentiel rival de Félix Tshisekedi. Et Jean-Pierre Bemba aussi, probablement sera candidat en 2023. Tous les trois, en réalité, sont en train de chercher quoi? Tshisekedi, Bemba, Katumbi. Avoir le moyen, les éléments à présenter, pas seulement mettre hors circuit Joseph Kabila, mais aussi faire oublier Martin Fayoulou définitivement, mais surtout pouvoir se positionner pour constituer une sorte de triumvirat avec lequel il faudra compter en 2023. Est-ce qu'on sera cette fois-ci en face d'une situation qui permettra d'avoir une élection sincère, loin du chaos qu'on a connu en 2018 ? Loin s'en faut. Et si on devrait, par bonheur, arriver à avoir des élections en 2023, comment savoir qui a fait quoi? Comment savoir qui a apporté un réel changement? C'est ça, là où la situation va devenir conflictuelle, problématique. Au début, ils pourront s'entendre. C'est exactement ce qu'on avait vécu entre 2003 et 2006, lorsque le gouvernement 1+4 avait été mis en place, avec Kabila comme président, Bemba, Zaïd Ngoma et d'autres comme vice-présidents.
Alors, à la fin, au début, tout avait bien commencé, mais à la fin, on a vu comment ça s'est terminé, en cacahuète, avec des armes qui ont crépité à Kinshasa. Est-ce qu'on ne va pas assister encore à la même situation qu'à la fin, qu'on ait encore des batailles rangées, cette fois-ci pas à l'Assemblée, mais au niveau du terrain, entre les partisans qui ne vont pas se faire des cadeaux en réalité. Puisqu'au Congo, le problème c'est celui-là. Quand il s'agit d'y aller pour éliminer un adversaire politique, on n'y va pas des mains mortes. On y va vraiment, clairement, franchement. Et s'il faut anéantir, on l'anéantit complètement. On confond parfois le combat politique à l'inimitié entre personnes. C'est ça la difficulté et c'est le danger que nous craignons sur au le Congo. sujet. Est-ce que M. Kabila a encore un avenir en politique après cette motion de censure? Alors, moi, ce que je dirais, comme disait un homme politique français, c'est qu'en politique, on peut mourir plusieurs fois, mais on peut aussi ressusciter plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais enterrer un homme politique de la vie politique. Hein. C'est-à-dire, je pense que le président Joseph Kabila a pu faire la démonstration qu'il avait plusieurs atouts, hein, déjà au niveau de la stratégie. Comment est-ce qu'il a manœuvré sa sortie du pouvoir déjà, et comment il est resté maître du jeu pendant un laps de temps. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. C'est-à-dire que là, pour moi, le jeu politique commence vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment, le jeu politique penchait que d'un côté, du côté du président Joseph Kabila, qui était très influent. Maintenant, avec ce qui se passe, les cartes sont à nouveau redistribuées, et donc on va voir ce que chacun est capable d'apporter. Donc je pense qu'il ne faut pas l'enterrer. Je pense que si je peux me Laisse permettre, terminer, si je peux répondre à cette question, l'erreur de tous les adversaires, de toutes les personnes que Kabila a rencontrées depuis qu'il est revenu au Congo avec la FDL, c'est qu'on l'a sous-estimé. J'ai pris du temps pour étudier cet homme pendant une dizaine d'années, son fonctionnement. Je peux vous dire, il n'y a pas plus stratège que lui au Congo. Et tous les hommes politiques que vous voyez, que ce soit Tshisekedi Bemba, Kabila, Tshisekedi Katumbi, Kabila les a manœuvrés. Ils ont été d'une certaine manière ou d'une autre à la portée des Kabila et ils ont dû composer avec lui. Il connaît les points faibles de chacun et il sait là où frapper, à quel moment frapper. Et je dis on peut encore compter avec Kabila pendant des très longues années, tant qu'il est encore en République démocratique du Congo. En tout cas, nous en saurons plus dans les jours à venir. On marque à nouveau une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de nos invités Patrick Mboyo et Brice Nzamba. Ouvrons à présent notre grand angle. Nouvelle vague de violence dans l'ouest du Soudan. Des affrontements interethniques au Darfour ont fait au moins 200 morts et des dizaines de milliers de déplacés. Une situation sécuritaire qui inquiète la communauté internationale quelques semaines après le départ le 31 décembre 2020 de la MINUAD, la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour qui assurait la protection des civils. Gladys Mwamba. Quelques semaines à peine après le départ des casques bleus, les violences reprennent au Darfour. Mi-janvier, 3 jours d'affrontements interethniques entre éleveurs nomades arabes et fermiers darfouris ont engendré un lourd bilan. Plus de 200 personnes ont été tuées et au moins 90 000 autres ont été déplacées dans cette région de l'ouest du Soudan. Ces incidents soulèvent de sérieuses inquiétudes quant au risque imminent de nouvelles violences au Darfour, dans un environnement où les tensions ethniques et tribales, vieilles de plusieurs décennies, encore alimentées par le régime précédent, continuent de s'aggraver. Il y a de graves lacunes dans la protection des autorités de l'État, ainsi qu'un manque de responsabilité pour les violations. Les établissements de santé locaux ont déclaré être incapables de faire face au nombre élevé de blessés. Selon les observateurs, la MINUAD n'aurait peut-être pas pu empêcher ces nouvelles violences, mais sa présence aurait tout de même eu un effet dissuasif.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme appelle les autorités soudanaises à assurer sans délai la mise en œuvre de son plan national pour la protection des civils et à rétablir l'ordre public et l'état de droit au Darfour. Nous exhortons les autorités à donner la priorité à la réalisation d'enquêtes approfondies et efficaces afin de garantir rapidement que les auteurs individuels soient traduits en justice pour briser le cycle des citoyens armés qui se font justice eux-mêmes pour venger les attaques contre les membres de leur communauté. Les victimes et leurs familles ont le droit d'obtenir réparation. L'insécurité et l'impunité chronique rendent le Darfour vulnérable à de nouvelles violences. La MINUAD à peine partie, l'efficacité des forces de sécurité soudanaises est déjà remise en question. Notons que les forces de soutien rapide, unités paramilitaires censées assurer la protection des civils au Soudan, sont elles aussi régulièrement visées par des accusations de crimes de guerre au Darfour. Alors, M. Mboyo, comment régler les conflits ethniques au Soudan? Vaste projet et vaste programme, surtout pour un gouvernement qui est des transitions. Déjà, les militaires doivent laisser la place à une autorité civile, comme c'était prévu par les accords de transition. Ce ne sera pas déjà facile d'obtenir cela. Et surtout avec cette affaire du Darfour où les braises commencent encore à prendre du feu, ça va avoir un impact sûrement sur cet accord. Et moi, je crains que les militaires puissent dire, voilà, on a une situation difficile, nous devons rester au pouvoir pour pouvoir gérer. Ça, c'est un problème politico-politicien au niveau de Khartoum. Allons maintenant au niveau de Darfour pour pouvoir comprendre le problème. Lorsque Omar el-Béchir était au pouvoir, il avait mis en place un soutien tacite ou explicite à des milices janjaouides pour pouvoir mater le soulèvement qu'il y avait de ce côté-là, puisqu'il faut dire que c'est un coin où on retrouve beaucoup plus des peuples négro-africains par rapport aux peuples arabes qui sont de l'autre côté de Khartoum et autres. Et les milices janjaouides étaient là un petit peu pour tenir tout le monde au respect. Avec le départ d'Omar al-Béchir, on n'entend plus parler vraiment des milices janjaouides. Et toutes ces forces, toutes ces populations un petit peu négro-africaines qui sont essentiellement pasteurs et autres, éleveurs de bœufs, éleveurs des fermiers et autres, avaient constitué aussi des forces d'autodéfense. Et cette force d'autodéfense, vous savez, quand on donne des armes aux gens pour se défendre, ils savent bien utiliser ces armes quand la menace est clairement identifiée. Mais quand la menace n'est plus identifiée, il s'agit maintenant de se servir pour pouvoir affirmer son autorité sur d'autres. On le tourne vers peut-être ceux qui n'étaient pas des ennemis hier. C'est le problème qu'on a aujourd'hui au Darfour. Malheureusement, le mal est déjà fait. Avec la présence de la MINUAD, on avait une sorte de dissuasion. En réalité, le problème, c'était celui-là, puisqu'on savait que ce serait difficile de désarmer. L'ONU ne vient pas pour désarmer les civils. L'ONU vient pour sécuriser. Et ce sera à l'État, justement, car c'est à l'État qui revient la responsabilité d'identifier qui est civil. Un civil n'a pas le droit d'avoir des armes ou de se constituer une force de défense et de pouvoir les désarmer. Or, avec ce qui se passe à Khartoum, une transition encore fragile, je vois mal comment cela aurait dû être fait. Bon, les Nations Unies sont confrontées à un problème de budget. Ils devaient partir, mais aussi responsabiliser les nouveaux gouvernements. Justement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. On ne peut pas être tout le temps assisté. C'est ça, en réalité, le problème. Mais je pense que c'est assez précipité, mais d'autre part aussi, les milices ont besoin aussi parfois de montrer leur force, leurs muscles, quand il s'agit du départ d'une force des Nations Unies quand ça arrive, on le voit dans presque toutes les zones des conflits, afin de pouvoir se positionner par la suite pour savoir qui va dominer quel terrain, qui va contrôler quel secteur, et derrière il y a des intérêts économiques qu'il faut savoir régler. Oui. Monsieur Nzamba, est-ce que vous pensez qu'il faut démanteler ces milices armées justement? Oui, écoutez, moi je pense que à partir du moment où le problème de départ c'était en face, bon, moi je dirais d'abord qu'il y a une crise de l'État soudanais, parce que la source de tout ce qui se passe au Darfour, c'est d'abord une crise de l'État. C'est-à-dire que vous avez des populations de l'ouest du Soudan, donc du Darfour, qui sont des agriculteurs, donc qui ont vocation à avoir accès à des terres, et aussi à de l'eau aussi, voilà. Et vous avez des populations qui sont plutôt des éleveurs, des nomades, souvent d'ascendance arabe, qui se disputent, qui ont commencé à se disputer l'accès à l'eau et l'accès aux terres. Donc, dans un État organisé, c'est l'État qui s'en occupe. C'est l'État qui impose les règles et qui procède donc à la répartition de l'eau et des terres de façon à ce que chaque population puisse être servie. Et donc, le problème à résoudre, c'est d'abord ce problème-là à la base. C'est un problème
d'abord de l'autorité, de l'affirmation de l'autorité de l'État et aussi de répartition équitable des richesses, c'est-à-dire l'accès à l'eau et à la terre. Il y a ça. Maintenant, ensuite, on a le problème que l'État soudanais avait délégué, comme on l'a dit tout à l'heure, avait délégué, je dirais, le maintien de l'ordre à des milices. Donc, on voit bien que là encore, c'est un démembrement de l'État. Donc, c'est encore une crise de l'État. Donc, ça serait difficile pour l'État de leur retirer. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, comme c'est l'État qui avait déjà donné à ces milices janjaouides, et donc à ces éleveurs nomades d'ascendance arabe, le droit de pouvoir mater les populations qui sont plutôt des populations qui vivent de l'agriculture. Oui. Et donc aujourd'hui, avec le départ de la MINUAD, ces forces-là, ce qui s'est passé récemment, c'était parti d'une altercation entre des membres appartenant à deux tribus différentes. Et après, il s'en est suivi des coups de feu. Et après, la vendetta, c'est la vengeance. La vendetta s'en est suivie, avec 13 morts du côté des agriculteurs, plutôt d'ascendance négroïde. C'est un cercle vicieux. Voilà, c'est ça. Mais tout ça, à mon avis, ça pose le problème de la consolidation de l'état de droit, et tout simplement d'abord de l'État, avant même d'arriver à l'état de droit, de l'État tout simplement parce que le gouverneur du Darfour a déployé des militaires pour ramener l'ordre, en disant que puisqu'il y avait des cérémonies de réconciliation entre les tribus, avant que la mission conjointe de l'ONU et de l'Union africaine s'en aille, il y avait des cérémonies de réconciliation. Donc là, ce qui vient de se passer exige que c'est une épreuve, c'est une épreuve pour le régime de transition, pour affirmer son autorité, en fait, dans tout le Soudan du Nord. Voilà, c'est ça. Donc moi, je pense que le problème du Darfour, c'est d'abord un problème qui exige que l'État soudanais puisse d'abord être un État qui contrôle son territoire et qui ne délègue pas l'utilisation de l'autorité publique à des milices. Donc il faut régler le problème, c'est d'abord une crise de l'État au Soudan. Alors, Monsieur Mboya, est-ce que vous pensez aussi que la question d'identité nationale rentre aussi dans cette question d'insécurité et de conflits ethniques? Oui, la question d'identité a été prégnante pendant de longues années, puisque sous Omar el-Béchir, on avait plus de droits selon qu'on était d'ascendance arabe. Plutôt que d'ascendance négroïde. C'est ça le problème. En réalité, aujourd'hui, cette question revient. La vengeance, vous savez, quand des peuples se sont fait mater pendant des années, des rancœurs, des inimitiés, et ces inimitiés, il faut savoir les gérer. Le problème aussi avec les Nations Unies, c'est que toutes les réconciliations qui a eu lieu l'année dernière, que ce soit au mois de mai ou au mois d'octobre, c'était des réconciliations un petit peu pour justifier le départ de la MINUAD. C'était pas factice. Exactement. Ce n'était pas des réconciliations ou des accords de paix en profondeur où on était allé vraiment chercher, faire asseoir les gens et surtout traiter de l'avenir, du futur. Puisque le problème, quand on règle un conflit comme celui-là qui a duré pendant plusieurs années, c'est de ne pas seulement voir ce qui s'est passé il y a plusieurs années ou pendant plusieurs temps. C'est de voir surtout l'avenir. Le problème qui se pose, c'est un problème d'accès à l'eau et de répartition des terres. La réconciliation devait plutôt traiter ce problème-là, d'abord. Avant de voir qui a fait quoi, qui a fait du mal à qui, on pourrait traiter ce problème plus tard, mais d'abord assurer régler la cause qui amène. Exactement. C'est des problèmes qui devaient se poser. La MINUAD n'est pas encore partie, puisque la MINUAD est là encore jusqu'au fin juin. Ils ont encore 6 mois pour... et les missions des Nations Unies et les missions africaines ont pour objectif de sécuriser les matériels, les installations de l'Union africaine comme des Nations Unies avant le départ complet jusqu'au 30 juin. Et c'est dit dans la résolution que pendant cette sécurisation, ils peuvent aussi venir en aide aux forces en cas de besoin, aux forces nationales en cas de besoin. C'est ce qui est prévu aussi dans la résolution. Si la MINUAD vient en aide aux forces sur place, est-ce que ça ne crée pas encore un cercle de dépendance, entre guillemets? Oui, mais on en revient encore au renforcement de l'État. C'est-à-dire qu'il faut que l'État soudanais ait les capacités de s'étendre sur tous les territoires soudanais, c'est-à-dire du Soudan du Nord, et de pouvoir sécuriser le territoire. Parce que toute la difficulté est là. Mais pour ça, il faut que ça soit un État qui soit neutre dans le traitement des conflits. Parce que si c'est un État qui a de la sympathie pour une partie contre une autre partie,
au conflit, nécessairement le problème ne va pas être réglé. Puisqu'il faut traiter les parties prenantes à ces conflits de façon égale. C'est-à-dire de se dire que c'est des gens, il faut les démobiliser, il faut les démilitariser. Et puis, comme on a dit, il faut régler le problème de l'accès à l'eau et à la terre. Parce que la base, c'est ces problèmes-là. Parce que si on a une politique du gouvernement qui peut répartir l'eau comme il se doit aux éleveurs nomades et à ceux qui font l'agriculture, et ainsi que des terres, déjà ça va régler le problème, puisque les gens, ces tribus-là se battent pour accéder à l'eau. Parce qu'on estime que, non, moi je fais de l'agriculture, donc cette partie de l'eau m'appartient, etc. Donc le problème, moi je pense que aussi longtemps que l'État soudanais ne va pas être en mesure d'exercer son autorité sur toute l'étendue de son territoire, la force des Nations Unies ou même de l'Union africaine ne pourra pas remplir sa mission véritablement, puisque ça va être plus supplétive. Et puis on sait bien qu'un jour ou l'autre, il faut bien que ça s'arrête. Et les mêmes causes vont produire les mêmes effets. La difficulté, avec l'histoire du renforcement de la capacité de l'État, c'est il faut trouver la juste mesure et ce n'est pas facile. Est-ce qu'il faut partir de façon manifestement précipitée, comme ça s'est fait avec la MINUAD, tant que l'État n'est pas encore en capacité de gérer complètement la question sécuritaire, la situation sur le terrain, sur toute l'étendue. Ils doivent déployer 12 000 membres. Exactement. Ou bien continuer à donner des béquilles de façon éternelle au pays, comme ça s'est fait en RDC, où la MONUSCO est là de manière interne. Personne n'arrive à décider de la fin de la MONUSCO parce qu'on sait que l'État congolais, depuis plus de 10 ans, on attend qu'il soit fort pour pouvoir gérer la question sécuritaire du pays, notamment face aux ADF. Il n'y parvient pas. Tant que l'ONU est là, il se repose sur l'ONU. Mais le jour où l'ONU s'en ira, on sait que ce sera un désastre. Donc c'est ça en réalité le problème. Mais moi je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les Nations Unies et les forces de l'Union africaine sont encore là pour 6 mois. Ils peuvent encore travailler en 6 mois dans la profondeur du problème, c'est-à-dire traiter notamment de la question de l'accès à l'eau et de la répartition des terres. L'ONU a cette capacité, cette logistique pour pouvoir accompagner, surtout la neutralité, pour pouvoir accompagner les populations vers cet accord, mais partir comme ça et laisser l'État soudanais face à ces forces d'autodéfense qui sont là armées depuis plusieurs années et où il y a encore des rancœurs et plein de choses négatives, plein de souvenirs négatifs sur ce qui s'est passé, je pense que ce serait laisser une poudrière derrière. En tout cas, merci beaucoup Patrick Boyo et Brice Nzamba d'avoir participé à cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.